Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, en plein cœur de Manhattan, un mardi après-midi. Le soleil traversait les immenses baies vitrées de l'hôtel Carlton, projetant des motifs géométriques sur le sol en marbre poli. Dans le hall, le va-et-vient des clients et du personnel créait une sorte de chorégraphie discrète, mais chaque mouvement était surveillé par des yeux attentifs. Thomas Jefferson, 38 ans, homme noir, la trentaine bien portée, élégamment vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, se tenait debout près du comptoir de l'accueil. Ses chaussures italiennes reflétaient la lumière du soleil, ses mains étaient croisées calmement devant lui. Chaque détail de son apparence trahissait le succès et le raffinement, mais ce n'était qu'une partie de ce qu'il était. Car Thomas n'était pas simplement un visiteur ou un homme d'affaires parmi tant d'autres, il était PDG d'une entreprise technologique cotée en bourse, un stratège respecté et un homme habitué à gérer des situations complexes avec calme et autorité. Alors qu'il attendait son rendez-vous, une agitation soudaine se fit sentir. Une femme d'une cinquantaine d'années, Margaret Carlisle, fit son entrée dans le hall. Son manteau de designer et ses bijoux clinquants accentuaient son arrogance naturelle. Elle posa son regard sur Thomas, le détaillant avec une expression de dédain pur. « Toi, ta place, c'est en Afrique », lança-t-elle d'une voix glaciale, forte, sans l'ombre d'un doute dans son esprit. Le temps sembla ralentir pour Thomas. Les mots de Margaret n'étaient pas seulement racistes, ils étaient intentionnellement humiliants, un geste de mépris gratuit. Pour un instant, le monde autour de lui sembla retenir son souffle. Quelques clients baissèrent les yeux, certains détournaient la tête par gêne, d'autres restaient figés, fascinés par la tension palpable. Thomas resta immobile, ses traits impassibles, ses yeux noirs profonds fixant la femme. Mais derrière son calme apparent, son esprit analysait chaque mot, chaque geste, chaque intonation. Il sentait la colère, oui, mais surtout la surprise qu'une telle ignorance et arrogance puissent encore exister dans ce monde. Pourtant, il ne répondit pas immédiatement. Il laissa ses lèvres se plier en un léger sourire, celui qui ne trahit ni haine ni peur, mais qui annonce que le jeu venait seulement de commencer. Margaret, croyant avoir gagné, se détourna, convaincue d'avoir laissé une marque. Thomas inspira profondément, sentant la patience comme une armure invisible autour de lui. Il savait que ce moment n'était pas un simple affront, c'était une opportunité. Une opportunité de montrer, avec calme et maîtrise, que le véritable pouvoir ne réside jamais dans la voix la plus forte, mais dans la dignité, la stratégie et la résilience. Alors qu'il posait son regard sur le hall, sur les clients et sur les employés autour, une pensée s'imposa à lui. Parfois, les leçons les plus puissantes ne sont pas données avec colère, mais avec silence, précision et succès. Le prologue se termine sur cette atmosphère suspendue, annonçant que la confrontation entre l'arrogance et la maîtrise de soi ne faisait que commencer. Thomas savait qu'un simple mot pouvait changer l'issue d'une vie, et parfois, même d'une carrière. Après l'humiliation publique, Thomas Jefferson resta immobile quelques instants, laissant Margaret Carlisle s'éloigner, fier de son arrogance. Mais derrière son calme, son esprit tournait à 100 à l'heure. Il connaissait la valeur des apparences et la puissance du silence. Dans ce hall doré et glacé, il y avait un principe simple, celui qui garde son calme détient le contrôle. Thomas s'assit sur un fauteuil en cuir brun, ajusta son costume et observa les allées et venues autour de lui. Les regards fuyants des passants confirmaient ce qu'il savait déjà, peu de gens osaient se dresser contre l'arrogance raciste, mais lui pouvait le faire sans hausser la voix. Il sortit son téléphone, vérifia quelques mails et tapota le nom d'un de ses assistants. « Écoute, Marcus, dit-il calmement, peux-tu vérifier le planning de Margaret Carlisle ? Je veux être certain de la revoir bientôt. » Marcus, jeune assistant noir de 25 ans, haussa un sourcil, surpris. « Vous voulez vraiment la revoir ? Après ce qu'elle a dit ? » « Oui, » répondit Thomas en fermant les yeux un instant. « Mais pas pour me battre. Pour lui montrer qui je suis, et ce qu'elle a ignoré. » Pendant ce temps, Margaret continuait de se promener dans le hall, ses talons résonnant sur le marbre. Elle sentait qu'une tension invisible planait autour d'elle. D'habitude sûre d'elle, arrogante, elle commençait à ressentir une légère gêne. Elle avait humilité et arrogance mêlées dans ses gestes,
mais quelque chose dans le calme de Thomas la troublait profondément. Quelques heures plus tard, un événement se préparait dans l'une des suites exécutives de l'hôtel, un petit cocktail d'affaires réservé à quelques sponsors et investisseurs triés sur le volet. Thomas y fit son entrée avec une assurance tranquille. Les invités le saluèrent, certains avec admiration, d'autres avec curiosité. Margaret était là, discutant avec quelques partenaires. Lorsqu'elle aperçut Thomas, son visage blêmit. Il s'avança vers elle avec ce même calme implacable, cette dignité qui ne nécessitait ni colère ni intimidation. « Margaret Carlisle, dit-il d'une voix posée mais ferme. Ravi de vous voir ici. J'espère que votre après-midi se passe bien. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Le contraste entre l'homme qu'elle avait cru faible et celui qui se tenait devant elle la laissait sans voix. Le silence pesant entre eux faisait plus mal que n'importe quelle insulte. Thomas sourit légèrement et ajouta. « Je suppose que vous n'aviez pas réalisé que j'étais le principal sponsor de cet événement. » Margaret sentit un mélange de honte et de panique. Tout autour, les invités commençaient à apercevoir le malaise, et elle comprit que l'humiliation qu'elle avait cru infliger à Thomas venait de se retourner contre elle. Thomas Jefferson tourna les talons, laissant Margaret réfléchir. Il n'avait pas encore parlé de vengeance ni de correction publique. Il savait que la leçon la plus puissante était celle que l'on laisse venir d'elle-même. Margaret était désormais seule face à ses préjugés, consciente que le monde était plus grand et plus juste que son arrogance pouvait le laisser croire. Le lendemain, Margaret Carlisle se réveilla avec un sentiment étrange, une légère angoisse mêlée à l'orgueil blessé. Elle n'arrivait pas à chasser de son esprit le visage calme et sûr de Thomas Jefferson. Comment un homme qu'elle croyait inférieur, à cause de sa couleur de peau, avait-il pu rester si maître de lui? Pendant ce temps, Thomas était déjà en train de préparer son prochain mouvement. Il savait que Margaret pensait que l'incident de la veille n'aurait aucune conséquence. Mais il avait l'habitude de transformer les affronts en opportunités. Il ouvrit son ordinateur portable et consulta le réseau des sponsors et des investisseurs présents au gala. Margaret, comme beaucoup de membres de l'élite new-yorkaise, dépendait de ces mêmes contacts pour avancer dans ses projets philanthropiques et professionnels. Dans son bureau vitré donnant sur Manhattan, Thomas esquissa un sourire discret. Il allait donner une leçon qui ne serait pas humiliante publiquement, mais dont le message serait clair: le véritable pouvoir ne se mesure pas à la richesse ou au statut affiché, mais à la maîtrise, à l'influence et à la dignité. Quelques jours plus tard, un événement était organisé pour soutenir les startups africaines et afro-américaines, un projet auquel Thomas s'était associé depuis plusieurs mois. Le lieu était somptueux, lustre en cristal, tapis rouge, et table élégamment décorée. Margaret, invitée par erreur à ce que l'on croyait être un simple gala, ne savait pas que Thomas en était le sponsor principal. Lorsque Thomas fit son entrée, Margaret sentit son cœur battre plus vite. Il s'approcha d'elle, parfaitement calme, et tendit la main avec un sourire posé. « Margaret, je suis ravie que vous ayez pu venir. » Elle secoua la main, sa voix légèrement tremblante. « Merci, monsieur Jefferson. Je tenais à ce que vous voyiez directement le projet que je soutiens, » continua-t-il, sans aucune trace d'agressivité. « Je pense que vous comprendrez mieux maintenant l'impact que des idées, et non des préjugés, peuvent avoir. » Margaret suivit son regard vers les tables où étaient présentés les projets de jeunes entrepreneurs noirs. Des innovations technologiques, des initiatives sociales, des plans d'affaires audacieux. Tout était financé et soutenu par Thomas. Chaque sourire reconnaissant et chaque remerciement silencieux lui faisait comprendre l'ampleur de son erreur. La salle entière percevait désormais le contraste entre l'homme qu'elle avait humilié et la femme qu'elle croyait supérieure. Margaret sentait son arrogance se dissoudre, remplacée par une honte brûlante et la réalisation qu'elle avait gravement sous-estimé Thomas. Il n'avait pas besoin de mots blessants, ni de représailles publiques. Son silence, sa puissance tranquille et son influence tangible faisaient plus que n'importe quelle humiliation. Margaret comprit enfin que la véritable leçon résidait dans la dignité et le respect que l'on inspire, et non dans les insultes gratuites. Thomas Jefferson, en retrait, laissa Margaret méditer sur ce moment. Il savait que le changement le plus profond ne se provoque pas par la confrontation, mais par la prise de conscience. Ce fut la première pierre d'un retournement qui ne ferait que s'intensifier dans les jours à venir.
Margaret Carlis le pensait pouvoir ignorer l'incident et passer à autre chose. Après tout, elle était habituée à ce que le monde plie devant son nom et sa richesse. Mais Thomas Jefferson avait une manière bien à lui de transformer l'humiliation en leçon durable, et il savait que la meilleure revanche n'était jamais immédiate, elle se révélait progressivement, avec précision. Dans les jours qui suivirent, Margaret commença à recevoir des invitations et des communications qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Des appels de sponsors, des mails d'organisations prestigieuses, tous mentionnant Thomas Jefferson comme point central. Chaque fois, son nom apparaissait lié à des projets ambitieux qu'elle aurait aimé diriger elle-même. Mais le clou dans le cercueil de son orgueil était ailleurs. À chaque événement ou réunion, Thomas apparaissait toujours en premier, dominant le réseau, invitant des partenaires influents et validant silencieusement les jeunes entrepreneurs qu'il soutenait. Lors d'une réunion importante pour un nouveau projet philanthropique, Margaret entra dans la salle en croyant être la personne la plus importante présente. Mais à sa grande surprise, Thomas, déjà assis au centre de la table, distribua les cartes avec une maîtrise absolue. Chaque invité se tourna vers lui, l'écoutant attentivement, le consultant sur les décisions. Margaret sentit son influence disparaître sous ses yeux. Elle tenta d'intervenir, de rappeler son autorité, mais ses mots restaient plats, inefficaces. Après la réunion, Thomas s'approcha d'elle, toujours calme, toujours impeccable. « Margaret, j'ai remarqué votre intérêt pour ce projet. Peut-être pourrions-nous travailler ensemble ?» Elle fronça les sourcils, surprise par son ton presque amical. « Travailler, ensemble ?» balbutia-t-elle. « Oui, » répondit-il avec un léger sourire. « Mais je pense que la collaboration commence toujours par le respect et la reconnaissance de chacun. Comprenez-vous ce que je veux dire ?» Margaret baissa les yeux, consciente que le monde entier semblait la regarder et juger ses attitudes passées. Elle comprit, enfin, que son arrogance et ses préjugés ne la protégeraient pas ici. Thomas, en quelques gestes subtils et en restant maître de lui, avait inversé le pouvoir. Là où elle pensait humiliée, elle avait été humiliée, mais silencieusement, par la réalité elle-même. Le soir, en rentrant chez elle, Margaret se sentait écrasée par un mélange de honte et de respect forcé. Elle ne pouvait nier que Thomas Jefferson était un homme exceptionnel, non seulement par sa réussite, mais par sa manière de manier la dignité, la patience et le silence comme des armes plus puissantes que la colère ou les mots cruels. Margaret savait qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pourrait plus effacer. Chaque décision qu'elle prendrait désormais serait scrutée, non seulement par ses pairs, mais par la conscience qu'un homme qu'elle avait tenté d'humilier pouvait observer et influencer son avenir. Thomas, lui, restait dans l'ombre, souriant intérieurement. La leçon n'était pas terminée, et Margaret n'avait encore rien vu de tout ce qu'il avait prévu. La véritable revanche, pensa-t-il, n'était jamais immédiate, elle était graduelle, implacable, et toujours silencieuse. Quelques semaines après le gala, Margaret Carlis le pensait enfin pouvoir reprendre le contrôle de sa vie sociale et professionnelle. Mais Thomas Jefferson avait encore une carte à jouer. Il savait que la véritable puissance résidait dans la maîtrise des apparences et dans la capacité à enseigner une leçon durable, sans jamais lever la voix. Cette fois-ci, l'opportunité se présenta lors d'un grand événement caritatif à Manhattan, réunissant les figures les plus influentes du monde des affaires, des politiques et des médias. Margaret avait été invitée en tant que sponsor secondaire, persuadée que sa réputation et son nom feraient d'elle la vedette. Mais à peine arriva-t-elle que Thomas, PDG charismatique et respecté de tous, fit son entrée. La salle entière se tourna vers lui, applaudissant chaleureusement son rôle de principal mécène. Margaret sentit son cœur se serrer. Chaque sourire, chaque poignée de main que Thomas distribuait aux invités rappelait silencieusement sa propre insignifiance relative. Elle tenta de se frayer un chemin, mais Thomas l'accueillit avec son habituel calme. « Margaret, ravie de vous voir. Je suppose que vous avez suivi nos projets depuis notre dernière rencontre ?» Elle acquiesça, incapable de trouver une phrase qui ne sonne pas creuse. Thomas poursuivit. « Je suis sûr que vous voyez maintenant pourquoi les idées et le respect comptent plus que les paroles impulsives. Nous travaillons ici pour soutenir ceux qui en ont vraiment besoin, et non pour nous satisfaire d'une arrogance stérile. » La salle, consciente de la tension subtile, écoutait attentivement. Margaret sentit une brûlure de honte, l'homme qu'elle avait tenté d'humilier était non seulement intact,
mais infiniment plus puissant qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Son influence, sa réussite et son calme avaient transformé l'incident en leçon publique et silencieuse à la fois. Après l'événement, Thomas s'éloigna avec grâce, laissant Margaret méditer sur ses préjugés et ses actes. Elle comprit, enfin, que la vraie puissance ne résidait ni dans les insultes ni dans la richesse superficielle, elle résidait dans le respect, la maîtrise de soi et la capacité à inspirer sans humilier. Quelques jours plus tard, Margaret prit une décision inattendue. Elle envoya un mail à Thomas, simple et direct. « Je voudrais m'excuser pour mes paroles et mon comportement. J'aimerais apprendre de votre approche, si possible, travailler ensemble. » Thomas lut le mail, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Il savait que la leçon avait porté ses fruits. Parfois, pensa-t-il, la meilleure revanche n'est pas de punir, mais de montrer, silencieusement mais puissamment, que la dignité et la maîtrise valent toujours plus que l'arrogance et les insultes. Et ainsi, Margaret Carlis l'apprit à ses dépens que les mots prononcés avec haine et ignorance peuvent se retourner contre vous de manière implacable, surtout lorsque l'homme que l'on croit faible est en réalité un maître du calme, de l'influence et de la réussite. Thomas Jefferson continua sa vie, paisible mais puissant, laissant derrière lui une leçon que Margaret n'oublierait jamais. Le vrai pouvoir est dans la dignité, le respect et la patience, et ceux qui l'ignorent finissent toujours par le regretter.